Sous la pluie torrentielle de Barcelone, Émilie, les cheveux collés au visage, fouilla frénétiquement dans ses poches usées pour trouver les dernières pièces qui lui restaient. Devant elle, une femme élégante, trempée jusqu'aux os, fixait le chauffeur du bus avec un air de désespoir muet, son portefeuille oublié quelque part dans la ville chaotique. Sans un mot, Émilie tendit les pièces au chauffeur, payant le billet de l'inconnu, scellant ainsi un destin qu'elle n'imaginait pas. Émilie n'avait pas dormi depuis 2 jours. Les rues de Barcelone, avec leurs pavés irréguliers et leurs fontaines murmurantes, étaient devenues son refuge précaire depuis qu'elle avait fui Paris, sa ville natale, il y a 3 ans. À 25 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie brisée, une famille conservatrice qui l'avait rejetée pour son orientation sexuelle, des emplois précaires perdus dans la crise économique espagnole, et une solitude qui la rongeait comme un acide. Elle errait dans le quartier gothique, dormant sous les arches des cathédrales ou dans les parcs où les touristes ignoraient les ombres comme elle. Ce soir-là, à l'arrêt de bus de la Rambla, la pluie avait transformé la ville en un tableau impressionniste flou, où les lumières des bars à tapas se reflétaient dans les flaques d'eau. L'inconnue, qu'Émilie apprit plus tard s'appeler Mathilde, était une vision sortie d'un film français des années 60. À 30 ans, elle arborait une élégance innée, avec ses cheveux noirs ondulés cascadant sur un manteau de cachemire, et des yeux bleus qui semblaient porter les secrets de l'océan. Mathilde était une Française expatriée, héritière d'une fortune colossale dans l'industrie du vin, mais ce soir-là, elle avait oublié son sac dans un café, victime d'une distraction inhabituelle. Elle voyageait incognito, fuyant les paparazzis et les obligations de sa vie parisienne. Quand Émilie paya son billet, Mathilde la regarda avec une surprise mêlée de gratitude. « Merci » murmura-t-elle d'une voix douce, avec cet accent parisien qui évoquait les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Le bus s'ébranla, cahotant sur les rues mouillées. Émilie s'assit à l'arrière, épuisée, son sac à dos râpé contenant tout ce qu'elle possédait, un vieux livre de Colette, une photo jaunie de sa mère, et quelques euros gagnés en jouant de la guitare dans la rue. Mathilde, intriguée par cette jeune femme au regard farouche, s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Pourquoi avez-vous fait ça ? Vous ne me connaissez pas. » Émilie haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. « Parce que je sais ce que c'est que d'être coincée sous la pluie sans un sou. Et puis, on est toutes les deux des étrangères ici, non ?» La conversation s'engagea, timide au début, puis fluide comme un vin de Bordeaux. Mathilde parla de sa vie en France, de ses vignobles en Provence, omettant soigneusement sa richesse. Émilie raconta ses rêves brisés, son amour pour les arts, sa passion pour les femmes qui l'avaient isolée, et son exil en Espagne pour recommencer. « À Paris, on me traitait comme une paria », confia Émilie, la voix tremblante. « Ici, au moins, les gens sont plus chaleureux, même si la rue est dure. » Mathilde écoutait, touchée par cette vulnérabilité. Elle se surprit à partager des fragments de sa propre vie, une enfance solitaire dans un château, des relations superficielles, et un secret qu'elle gardait jalousement, son attirance pour les femmes, réprimée par les attentes familiales. Le bus les déposa près de la Sagrada Familia, illuminée comme un phare dans la nuit. Mathilde insista pour inviter Émilie à un café, pour la remercier. Elles entrèrent dans un petit bar où l'odeur du café et des churros emplissaient l'air. Assises à une table en bois, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Mathilde, fascinée par la résilience d'Émilie, sentit une étincelle naître en elle. Émilie, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vue, non comme une sans-abri, mais comme une femme avec une histoire. Ce fut le début d'une connexion inattendue, dans cette ville espagnole qui mélangeait le flamenco passionné et la mélancolie française. Les jours suivants, Mathilde chercha Émilie dans les rues. Elle la trouva jouant de la guitare près de la plage de Barceloneta, sa voix rauque chantant des airs de Édith Piaf. « Venez avec moi » proposa Mathilde. « Je vous offre un repas. » Émilie accepta, méfiante mais intriguée. Elles marchèrent le long de la mer, parlant de littérature. Émilie adorait Simone de Beauvoir, Mathilde citait Proust. Petit à petit, une amitié se tissa, teintée d'une tension sous-jacente. Mathilde offrit à Émilie un toit temporaire dans un hôtel discret, prétextant un voyage d'affaires. Émilie, touchée, commença à baisser sa garde. Mais la vérité sur Mathilde planait comme une ombre. Elle était milliardaire, dirigeant un empire viticole, et son séjour en Espagne était une fuite d'un scandale familial. Son père,
un patriarche conservateur, la pressait de se marier avec un héritier pour consolider l'entreprise. Mathilde, lesbienne dans l'âme, refusait, cherchant une vie authentique. Rencontrer Émilie était comme un souffle d'air frais, mais elle craignait que sa richesse ne corrompe cette pureté. Émilie, de son côté, luttait contre ses sentiments naissants. Elle est trop bien pour moi, se disait-elle, dormant dans la chambre d'hôtel, sentant le parfum de Mathilde sur les draps. Une nuit, après un dîner improvisé de tapas, leurs mains se frôlèrent. Le regard d'Émilie s'attarda sur les lèvres de Mathilde. « Qu'est-ce qui nous arrive » murmura-t-elle. Mathilde, le cœur battant, répondit par un baiser doux, sous les étoiles espagnoles. Ce fut le début d'une romance passionnée, où les corps et les âmes se mêlaient dans une danse sensuelle, évoquant les amours interdites des romans de Marguerite Yourcenar. Pourtant, des nuages s'amoncelaient. Émilie découvrit par hasard un article sur son téléphone Mathilde de la Tour, héritière milliardaire. La trahison la frappa comme un coup de poignard. « Tu m'as menti » cria-t-elle lors d'une confrontation dans la suite luxueuse. Mathilde, les larmes aux yeux, expliqua « Je voulais que tu m'aimes pour moi, pas pour mon argent. » Mais le doute s'insinua, et Émilie s'enfuit dans les rues, le cœur brisé. Les rues de Barcelone semblaient plus froides cette nuit-là. Émilie courait, les larmes se mêlant à la bruine, repensant à ce baiser qui avait allumé un feu en elle. Comment avait-elle pu être si naïve? Mathilde, avec ses mensonges veloutés, l'avait traitée comme une expérience, une échappatoire à sa vie dorée. De retour à sa vie nomade, Émilie se réfugia dans un parc près du port, enveloppée dans une couverture miteuse. Les souvenirs l'assaillaient, les promenades main dans la main le long de la plage, les nuits passées à chuchoter des secrets dans l'obscurité, les caresses qui éveillaient en elle une sensualité oubliée. Mathilde avait éveillé son corps et son esprit, lui rappelant que l'amour pouvait être un refuge, pas une prison. Mais la découverte de sa fortune changeait tout. Elle m'a acheté avec sa pitié, se convainquit Émilie, ignorant les appels incessants sur son vieux téléphone. Mathilde, dans sa suite d'hôtels surplombant la mer, arpentait la pièce comme une lionne en cage. À 30 ans, elle avait tout, des vignobles en Provence qui produisaient des vins primés, des appartements à Paris et New York, une vie de luxe que beaucoup enviaient. Mais son cœur était vide. Son coming out intérieur avait été un combat solitaire, ses relations passées étaient des façades pour plaire à sa famille. Rencontrer Émilie avait été une révélation, cette jeune femme, avec sa force brute et sa vulnérabilité, incarnait la liberté qu'elle désirait. Je dois la retrouver, se jura-t-elle, embauchant discrètement un détective pour localiser Émilie dans les rues animées de Barcelone. Les semaines passèrent dans une tension dramatique. Mathilde, déguisée en touriste ordinaire, erra dans les quartiers populaires, distribuant de la nourriture aux sans-abri pour glaner des informations. Elle apprit l'histoire d'Émilie, rejetée par ses parents à 22 ans après avoir avoué son amour pour une amie, elle avait fui en Espagne, survivant grâce à sa guitare et à sa débrouillardise. Cette résilience toucha Mathilde au plus profond. Une nuit, elle trouva Émilie jouant dans un bar underground, chantant une ballade mélancolique sur l'amour perdu. « Émilie, s'il te plaît, écoute-moi » implora Mathilde en s'approchant après le set. Émilie, les yeux rougis, la repoussa. « Tu es riche, tu peux tout acheter, mais pas mon cœur. » Le conflit éclata, des mots durs fusèrent comme des éclats de verre. Mathilde avoua tout, son père la forçait à un mariage arrangé, sa peur de perdre son héritage si elle assumait son orientation. « Avec toi, je me sens vivante pour la première fois. » Émilie, émue malgré elle, céda à une étreinte passionnée. Elles passèrent la nuit ensemble, leurs corps entrelacés dans une danse d'amour et de pardon, explorant les contours de leur désir avec une tendresse infinie. La romance reprit, plus intense. Mathilde emmena Émilie dans des escapades secrètes, un pique-nique sur les collines de Montjuic, une visite nocturne à la Casa Batlló illuminée. Elle parlait philosophie française, l'existentialisme de Sartre, la liberté chez Beauvoir appliquée à leur vie. Émilie peignait des portraits de Mathilde, capturant son essence aristocratique avec des traits de crayon inspirés. Mathilde, en retour, offrait des livres et des vêtements, mais Émilie insistait pour payer sa part, fière de son indépendance. Pourtant, la trahison initiale laissait des cicatrices. Émilie doutait, était-ce de l'amour ou de la charité?
Un soir, lors d'un dîner romantique dans un restaurant surplombant la mer, Mathilde reçut un appel de son père. « Reviens à Paris, ou je te déshérite. » Mathilde raccrocha, pâle. Émilie, sentant la tension, pressa, « Qu'est-ce qui se passe ?» Mathilde avoua la pression familiale. « Je dois choisir entre toi et mon héritage. » Le conflit culmina en une dispute explosive. Émilie, blessée, accusa Mathilde de faiblesse. « Tu préfères ton argent à nous ?» Mathilde, déchirée, partit pour Paris, laissant Émilie seule avec ses démons. À Barcelone, Émilie sombra dans la dépression, dormant dans des abris, hantée par les souvenirs. Mathilde, à Paris, affronta son père dans le château familial, une scène digne d'un drame hugolien. « Je suis lesbienne, et j'aime une femme extraordinaire, déclara-t-elle, risquant tout. Des mois passèrent. Mathilde, déshéritée mais libre, revint en Espagne avec un plan, créer une fondation pour aider les jeunes LGBT sans abri, inspirée par Émilie. Elle la chercha désespérément. Leurs retrouvailles eurent lieu sur la plage, sous un soleil couchant. « Je t'ai choisi, » murmura Mathilde, les yeux emplis d'amour. Émilie, émue, pardonna. Elles s'embrassèrent, scellant une union profonde. Mais le destin réservait une nouvelle épreuve. Un ancien amour d'Émilie, une femme espagnole jalouse nommée Sofia, réapparut, semant le doute avec des rumeurs sur la fidélité de Mathilde. « Elle te quittera pour son monde », insinua Sofia. Émilie, vulnérable, confronta Mathilde, menant à une nuit de passion et de larmes où elles réaffirmèrent leur amour. Le vent salé de la Méditerranée fouettait les cheveux d'Émilie tandis qu'elle marchait seule sur la plage de Barceloneta, repensant à Sofia et à ses mots empoisonnés. Mathilde, à ses côtés dans l'esprit, représentait désormais un phare dans la tempête de sa vie. Pourtant, la peur de la trahison persistait, comme une ombre française sur un tableau espagnol. Mathilde, de retour à Barcelone après son affrontement familial, avait loué un appartement modeste dans le quartier de Gracia, loin du luxe de son passé. À 30 ans, elle redécouvrait la simplicité, cuisiner des paellas avec Émilie, flâner dans les marchés, vivre sans le poids de l'héritage. « Je suis libre maintenant », confiait-elle à Émilie lors de promenades nocturnes. Émilie, 25 ans, apprenait à faire confiance, son art florissant sous l'influence de Mathilde. Elle exposa ses peintures dans une petite galerie, dépeignant des scènes d'amour lesbien inspirées de leur histoire, avec des touches de romantisme à la française. La relation s'approfondit en une symbiose émotionnelle. Elles exploraient leur corps avec une sensualité poétique, chaque caresse évoquant les vers de Baudelaire. Mathilde enseignait à Émilie les subtilités du vin, des dégustations intimes où les saveurs se mêlaient à leurs baisers. Émilie, en retour, initiait Mathilde à la rue, jouer de la guitare pour des passants, sentir le pouls vibrant de la ville. Leur amour était un mélange de passion espagnole et de mélancolie française, cassé Ashtine dans ses hauts et bas. Mais le haut trao approchait. Sofia, l'ex d'Émilie, n'abandonna pas jalouse de leur bonheur, elle contacta la presse, révélant l'identité de Mathilde et dépeignant Émilie comme une opportuniste. Les tabloïds français et espagnols s'emparèrent de l'histoire, l'héritière lesbienne et la sans-abri, conte de fées ou scandale. Mathilde, furieuse, affronta Sofia dans un café bondé. « Laisse-nous tranquilles », cria-t-elle. Sofia, avec un sourire venimeux, répliqua « Émilie était à moi avant toi ». Émilie, apprenant la trahison de Sofia, se sentit déchirée. « Pourquoi me faire ça ?» murmura-t-elle lors d'une confrontation larmoyante. Sofia avoua son amour persistant, menant à une scène émotionnelle où Émilie choisit Mathilde, rejetant le passé. Mais le dommage était fait, la publicité attira l'attention du père de Mathilde, qui tenta de la ramener par la force, envoyant des avocats pour contester son indépendance. Le conflit atteignit son pic lors d'une nuit orageuse sur un pont surplombant la mer. Mathilde et Émilie se retrouvèrent là, sous la pluie, comme dans un film de Truffaut. « Je ne peux plus fuir », dit Mathilde, tremblante. Émilie, les yeux brillants, répondit « Alors battons-nous ensemble ». Elles s'embrassèrent passionnément, scellant leur détermination. Ensemble, elles affrontèrent les avocats, prouvant leur amour authentique devant un tribunal espagnol. Mathilde gagna son émancipation, perdant une partie de sa fortune mais gagnant sa liberté. La romance évolua en un partenariat profond.
Elles fondèrent une association pour les jeunes LGBT en difficulté, aidant des dizaines de personnes comme Émilie avait été. Mathilde investit ses fonds restants dans des projets humanitaires, tandis qu'Émilie devenait une artiste reconnue, ses œuvres exposées à Paris et Madrid. Leur vie devint un témoignage de résilience, avec des moments de tendresse quotidienne, des dîners aux chandelles, des voyages en train à travers l'Espagne, des nuits d'amour où elles se perdaient l'une dans l'autre. Pourtant, des doutes persistèrent. Émilie, hantée par son passé, eut une crise d'angoisse un soir. « Et si tu regrettes ?» Mathilde, la serrant dans ses bras, répondit « Mon regret serait de ne pas t'avoir rencontré. » Leur lien se renforça, humain et profond, rappelant que l'amour transcende les classes sociales. Au lever du soleil sur Barcelone, Émilie et Mathilde marchaient main dans la main le long de la mer, symbolisant un nouveau chapitre. Leur histoire, marquée par la trahison et la rédemption, culminait en une union personnellement victorieuse. Le vent portait l'espoir d'un avenir partagé, où l'amour l'emportait sur les tempêtes. Les mois suivants furent un tourbillon de guérison. Mathilde, libérée de son père, se réconcilia partiellement avec sa famille, introduisant Émilie lors d'une visite en Provence. Le château, avec ses vignes ondulantes, devint un lieu de souvenirs aigre-doux. Émilie, impressionnée mais ferme, teintait au regard sceptique. « Je l'aime pour qui elle est », déclara-t-elle, gagnant le respect de la mère de Mathilde. De retour en Espagne, elles adoptèrent un mode de vie équilibré. Émilie poursuivit son art, vendant des toiles inspirées de leur romance, tandis que Mathilde gérait leur fondation, aidant des jeunes à trouver un foyer et une identité. Leur relation, riche en émotions, incluait des disputes passionnées suivies de réconciliations sensuelles, où leur corps exprimait ce que les mots ne pouvaient pas. Le dénouement vint lors d'un anniversaire, un an après leur rencontre au bus. Mathilde organisa une surprise sur la plage, avec un pique-nique et une bague simple. « Épouse-moi », proposa-t-elle à genoux. Émilie, les larmes aux yeux, accepta. Leur mariage, intime dans une chapelle espagnole, fut un acte de défiance et d'amour, entouré d'amis de la communauté LGBT. Mais le récit ne serait pas complet sans une touche de BKCH. Sofia réapparut une dernière fois, repentante, avouant ses erreurs. Émilie, dans un geste personnel, lui pardonna, fermant le cercle de la trahison. Mathilde, jalouse au début, apprit la compassion, renforçant leur lien. À la fin, leur histoire devint un symbole d'humanité, une sans-abri et une milliardaire, unies par le destin, prouvant que l'amour transcende les barrières. Elles vécurent heureuses, voyageant entre la France et l'Espagne, inspirant d'autres par leur résilience. Émilie écrivit un livre sur leur parcours, un témoignage poétique à la manière de Yourcenar, touchant des cœurs mondiaux. Dans cette conclusion personnelle, où le romantisme français rencontre la passion espagnole, elles trouvèrent la paix. L'amour, cassé et profond, triompha, laissant une leçon, la vulnérabilité mène à la force, et la trahison à la rédemption.